Oui, cher Richard, chers auditeurs, bienvenue à un nouveau numéro de ma petite chronique sur Europe et Identité, aujourd'hui consacrée à la fin des idéologies. Après les multiples volte-face des dernières semaines aux États-Unis, qui ont vu des revirements d'alliances spectaculaires, la droite européenne est confuse et ne sait plus très bien où se positionner. Néanmoins, la tentative de rester maître de la situation en tentant de développer une idéologie cohérente qui répondrait aux nouveaux défis me semble fondamentalement viciée. Dans le futur, l'idéologie découlera de la personnalité, non pas l'inverse. Et la seule chose qui importera, ce sera le pouvoir personnel et le charisme. En août 2020, le publiciste chrétien Rod Dreher écrivait dans le American Conservative: beaucoup de conservateurs fonctionnent encore avec un cadre dépassé qui considère que les grandes entreprises sont fondamentalement conservatrices. Or, devinez quoi, Big Business est maintenant de l'autre côté. Cette citation, elle-même déjà dépassée, illustre une transformation majeure de notre époque, l'effacement des clivages idéologiques traditionnels au profit d'une nouvelle dynamique où la lutte pour le pouvoir prime sur toute cohérence doctrinale. Cette idée se trouve aussi à la base de ce que j'ai appelé le socialisme des milliardaires. Donc l'idée que le capitalisme contemporain tend à évoluer vers un modèle dans lequel une minuscule élite financière et technologique exerce un rôle croissant et un contrôle croissant sur la société en alliance avec ce qui reste de l'État et des institutions bureaucratiques. Un modèle qui se caractérise par la disparition progressive de la classe moyenne, autrefois pilier des démocraties libérales. Loin d'être antagonistes, les logiques ultralibérales et socialistes convergeraient dans une même dynamique, littéralement technocratique, où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques acteurs influents à l'ombre des éclairages, mais néanmoins connus de tous. Cette évolution se manifeste notamment à travers l'implication des grandes entreprises du numérique dans la régulation sociale et politique. Ainsi, des plateformes comme Google, Amazon, Twitter, Meta ou Microsoft jouent un rôle de plus en plus structurant dans l'imposition de normes culturelles et économiques sous couvert de valeurs progressistes et de justice sociale. Plutôt que de représenter un capitalisme purement libéral, ces entreprises s'inscrivent déjà dans une logique hybride où elles bénéficient du soutien des États tout en façonnant les politiques publiques et les comportements individuels et fusionnant donc avec l'État profond. Cette fusion entre ultralibéralisme économique, rhétorique socialiste et régulation centralisée s'inscrit dans une dynamique historique plus large, évoquée jadis par Oswald Spengler. Selon cette perspective, l'actuelle concentration du pouvoir économique et politique dans les mains d'une élite prétendument soucieuse de justice sociale ne conduirait pas du tout à une société plus égalitaire, mais plutôt à un néo-féodalisme où une élite restreinte disposerait d'une influence quasi absolue, tandis que la majorité de la population serait maintenue dans une dépendance économique et sociale accrue, tout en croyant lutter pour la bonne cause contre le véritable ennemi, c'est-à-dire la droite. Or, cette évolution se plaçait uniquement sous le signe de la coopération de ces grands acteurs, tant que la classe moyenne et l'État n'étaient pas encore totalement sous leur influence. Mais une fois ce but atteint et le butin entièrement distribué, la compétition tend à changer d'orientation. Désormais, ce sont les milliardaires eux-mêmes qui commencent à s'affronter dans une lutte pour ainsi dire césariste pour atteindre le but logique et ultime du combat politique, c'est-à-dire le pouvoir suprême. Dans ce contexte, les citoyens ne sont plus considérés comme une masse à exproprier économiquement, mais à enrôler politiquement. Or, dans ce contexte, nous observons deux évolutions. Tout d'abord, les premiers milliardaires comprennent que bouger de la gauche vers la droite, que ce soit par conviction ou par calcul, pouvait être extrêmement avantageux, car ce terrain politique laissé largement vierge par les grandes corporations permet une expansion rapide et pour ainsi dire sans résistance. L'adoption d'un discours de droite devient ainsi un levier extrêmement performant pour créer une base de soutien nettement plus large que ce qui était possible jadis sous les conditions d'une compétition visant uniquement la gauche. Et puis il y a un deuxième aspect. La reprise d'une rhétorique de droite reste de fait largement factice, car la politique césariste ne s'organise plus vraiment autour d'oppositions idéologiques claires, mais autour d'une compétition entre individus et groupes cherchant à maximiser leur contrôle. Ainsi, à l'image de la transition de la République romaine vers le césarisme et puis le régime augustéen, notre époque semble marquée par l'ascension de figures charismatiques et influentes
pour qui l'image et le récit médiatique apportent davantage que les doctrines et les programmes politiques traditionnels. Dans ce contexte, la distinction entre gauche et droite, même si elle semble ravivée par l'extension du domaine de la lutte politique par les grands milliardaires vers la droite, devient de plus en plus floue. Ce qui comptait autrefois, un programme économique, une position sur l'immigration, une vision culturelle, est en train d'être remplacé par un nouveau modèle d'homme providentiel, où le charisme, l'influence médiatique ou la capacité à imposer un récit comptent davantage que la cohérence idéologique. Regardons quelques exemples. Longtemps, la droite s'est définie par sa défense du libéralisme économique, tandis que la gauche prônait la redistribution et l'intervention de l'État. Or, aujourd'hui, cette dichotomie s'effondre. Par exemple, aux États-Unis, Donald Trump, pourtant figure emblématique de la droite populiste, a multiplié les plans de relance et les aides publiques, notamment en faveur des industries stratégiques, alors qu'en Europe, la droite conservatrice défend de plus en plus un modèle protectionniste, voire étatiste, arguant qu'il s'agit d'un rempart contre la globalisation incontrôlée. Dans les deux cas, la lutte contre les dépenses exagérées de l'État n'est libérale qu'en superficie, car il s'agit plutôt de déconstruire un mécanisme bureaucratique écrasant les classes inférieures et moyennes et cesser la redistribution des impôts du citoyen moyen vers les diverses minorités et ONG. Pas étonnant que le Rassemblement national se targue d'être devenu le premier parti de gauche de France, ou que les républicains américains trouvent leur électorat surtout chez les déplorables. Un autre domaine où l'inversion des rôles est frappante est celui de l'immigration. Traditionnellement, la gauche était favorable à l'ouverture des frontières, tandis que la droite prônait le contrôle et la restriction. Mais aujourd'hui, des figures comme Elon Musk, perçus comme proches de la droite patriotique pourtant, soutiennent tout à fait une immigration de masse qualifiée, notamment indienne, pour combler les besoins en main-d'œuvre technologique aux États-Unis. À l'inverse, certains gouvernements sociodémocrates européens, comme au Danemark, adoptent des politiques migratoires ultra restrictives, justifiées par la nécessité de préserver le modèle social et, jusqu'à maintenant, l'apanage plutôt de la droite. Ce paradoxe reflète également l'éclatement des repères idéologiques traditionnels. Il ne s'agit plus d'une opposition entre ouverture et fermeture, mais d'un pragmatisme motivé par les nécessités économiques et politiques immédiates. Regardons maintenant la politique extérieure. Le revirement de Trump vis-à-vis de la Russie a laissé de nombreux acteurs politiques européens désorientés. Autrefois perçu comme un allié naturel des conservateurs occidentaux, la Russie se retrouve maintenant dans une position ambivalente, prise entre la méfiance des démocrates américains et l'embarras de la droite populiste européenne. Parallèlement, les américanophiles traditionnels se sont trahis par les évolutions politiques aux États-Unis et commencent à remplacer leur rhétorique atlantiste par un européisme stratégique. Cette confusion illustre bien comment la logique de bloc idéologique cède la place à une dynamique d'alliance mouvante où chaque acteur adapte sa position en fonction des intérêts immédiats plutôt que d'une ligne idéologique stable. Puis, le christianisme. Autrefois pilier des mouvements conservateurs, le christianisme est en pleine mutation politique. De nombreuses églises, notamment protestantes, mais pas seulement, ont adopté des positions proches de l'extrême gauche sur des sujets comme l'immigration ou la justice sociale. À l'inverse, une partie de la droite se détourne du christianisme et se radicalise vers un paganisme néo-traditionnaliste ou un laïcisme affirmé. Ce renversement des valeurs est un autre symbole ou symptôme de la confusion actuelle. Les conservateurs, jadis défenseurs du christianisme, se retrouvent divisés entre ceux qui s'alignent sur les groupes religieux traditionnalistes et ceux qui rejettent toute influence ecclésiale, laissant l'Église mainstream à la gauche. Prenons comme dernier exemple l'attitude face à l'Union européenne. Longtemps cible privilégiée de la droite souverainiste, l'Union européenne est en train de devenir, paradoxalement, un outil de protection pour la droite conservatrice qui parle de plus en plus de l'importance d'une forteresse Europe et d'un revirement identitaire basé sur l'adhésion à la tradition européenne. L'extrême gauche, quant à elle, incarnée par exemple par Mélenchon en France ou Sarah Wagenknecht en Allemagne, critique désormais ouvertement l'Union européenne, vue comme une institution prétendument au service du capitalisme mondialisé, alors que jusqu'à maintenant, la structure internationaliste et pacifiste du projet européen avait toujours été favorablement perçue par la gauche. Au final, nous assistons donc à une transformation radicale du paysage politique. Les idéologies s'effacent
au profit de la lutte pour le pouvoir en tant que tel. Comme à la fin de la République romaine, où la distinction entre optimates et populares a disparu face à la montée en puissance des généraux charismatiques, nous vivons une ère où l'influence personnelle des figures politiques devient l'enjeu principal. L'exemple d'Elon Musk illustre cette tendance. Son influence dépasse largement le cadre entrepreneurial. Et désormais, les corporations de Musk et l'État américain sont en train d'entrer en une symbiose hautement problématique. Ainsi, par le biais des X, Musk façonne les débats, oriente les discours et s'impose comme une figure incontournable du paysage politico-médiatique. Mais en même temps, la plateforme devient de plus en plus une arène du combat politique et donc intrinsèquement liée aux intérêts du Parti républicain. Cette puissance a donc aussi une faiblesse. Dépendant des aides d'État pour Tesla et SpaceX, vulnérables aux régulations chinoises et européennes, Musk incarne parfaitement une interdépendance de plus en plus insécable entre pouvoirs privés et étatiques. Si l'Europe veut rivaliser avec cette évolution, elle doit aussi revoir son modèle. La dispersion du pouvoir entre États, institutions et bureaucraties peut devenir un handicap face aux grandes figures césaristes émergentes. Si l'évolution actuelle se poursuit, comme il faut le supposer, la politique cessera d'être un affrontement d'idéologie pour devenir un affrontement entre personnalités, ou pire encore, entre des immenses corporations politico-technologiques. Dans cette nouvelle ère, le succès ne se mesurera plus en voie électorale, mais en influence concrète et immédiate sur les marchés, les opinions et les institutions. La politique n'appartiendra plus aux idées, mais à ceux qui auront le pouvoir d'imposer leur récit. À bon entendeur, salut.